Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Boston Reyes contre Weidman. Ça a lieu ce vendredi, pas samedi, mais bien vendredi soir. C'est rare, mais c'est ça. Puis moi, je suis bien down avec ça pour être franc avec vous. Faites juste attention dans votre planning de la fin de semaine là, si vous voulez écouter cette carte-là. Ça n'a pas lieu samedi, donc allez pas faire le gros party le vendredi soir puis samedi vous asseyez bien hangover pour écouter votre UFC pour vous rendre compte que c'était la veille. Faites pas ça, vous allez être mad, mais sinon, faites bien ce que vous voulez, mais moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire mes analyses et prédictions complètes pour cette carte-là, mais aussi pour vous dire que c'est vendredi. Trompez-vous pas, c'est pas comme d'habitude. Et puis c'est ça, dans le fond, Chris Weidman fait ses débuts chez les 205 livres sur cette carte-là. C'est une bonne carte, là. On a Rodriguez contre Stephens dans le co-main event. On espère que ça va arriver cette fois-là. Il y a Grégoire Ardu aussi qui se bat, là, malheureusement. Mais des bons combats, Macy Barber, Jillian Robertson, il y a beaucoup de prospects sur cette carte-là, des gens du contender qui font finalement leur début, beaucoup de combats qui m'intéressent, donc ça va être une belle carte du début à la fin, puis comme je vous disais, j'ai mes analyses et positions complètes pour chacun de ces combats-là. Commençons immédiatement avec le combat principal de la soirée, Chris Weidman, Dominick Reyes. Et puis Dominick Reyes, j'ai l'impression que parmi les nouveaux prospects à 205 livres, c'est comme celui qui fait le moins de bruit. J'ai l'impression que même Alexander Rakic a plus de buzz en arrière que lui, que Dominick Reyes, qui pourtant, si on regarde ces trois prospects-là, quand je parle des trois, je parle de Rakic, de Johnny Walker évidemment, et de Dominick Reyes, c'est Reyes qui a les meilleurs wins contre Volkan Ozdemir notamment. Et puis, il a à la fois démontré qu'il était capable de vraiment être un bulldozer, d'arriver puis de bulldoze quelqu'un au premier round. Comme il a démontré être capable d'être plus tranquille, plus calculé un peu dans son approche, notamment contre Volkan Ozdemir. Ça a donné droit à une décision serrée, mais c'est Reyes qui l'a rapporté. Il a réussi à en faire un peu plus tout au long du combat. C'est quelqu'un qui est long, qui est grand, qui bouge quand même très très bien pour un light heavyweight et puis qui est athlétique. Et évidemment, si tu veux atteindre les plus hauts niveaux dans ces divisions-là particulièrement, faut être très athlétique. Et puis Reyes, c'est exactement ça. Pour ce qui en est de Chris Weidman, ça fait longtemps que c'est quelqu'un qu'on veut voir à 205 livres et on dirait que contrairement à Luke Rockhold, je pense vraiment qu'il peut avoir du succès dans cette division-là. Cependant, c'est pas n'importe quel test d'arriver puis de prendre Dominick Reyes en partant comme ça. C'est quelqu'un qui va probablement être plus grand que lui. Ben, pas probablement. Là, va être plus grand que lui. Va sûrement avoir du reach sur lui. Et puis, ça va être difficile parce que Chris Weidman va devoir amener ce combat-là au sol et finir le combat au sol, selon moi, pour gagner. Puis ça se peut qu'il soit direct en train de faire ça, mais on le sait un peu comment ça se passe les combats de Chris Weidman. C'est super compétitif, puis il est même en train de les gagner jusqu'au moment où il se fait knocker ben raide, puis c'est comme pas une bonne tendance à avoir contre quelqu'un comme Dominick Reyes qui, oui, est absolument puissant et solide et précis puis qui sait ce qu'il fait, mais que son power transfer, son cardio aussi transfer dans les later rounds. C'est un gars qui est capable de faire des 3 rounds facilement. Ça, c'est ciselé pour 5 rounds. C'est jamais vraiment rendu jusque-là dans sa carrière, mais c'est pas quelqu'un que quand je regarde son style, je me dis oh ça pourrait être dangereux dans un 5 rounds. D'après moi, comme mettons un Zabit Magomed Sharipov là, qui a de la misère à faire ses 3 rounds sans gazer complètement. Lui, je m'inquiéterais peut-être plus pour lui dans un 5 rounds, même si pendant les 2 premiers rounds et demi, c'est le combattant le plus magnifique qu'on a vu de toutes nos vies. C'est pas le cas pour Reyes. C'est quelqu'un qui, même dans ses derniers combats, n'est pas le combattant le plus magnifique qu'on a vu de toutes nos vies. C'est plus quelqu'un qui est trop agressif, qui sort des flashy things, il reste aux basics, garde sa distance, empêche quelqu'un de rentrer dans son round, puis il le fait payer dans son tabarnouche, je rush donc bien. Dans sa distance, c'est peut-être parce que j'ai travaillé toute la nuit, là, mais c'est quand il empêche les gars de rentrer dans son range. C'est ça que je cherchais, dans son range. Et puis, chaque fois que quelqu'un rentre dans le range, ben, il le fait payer. Tout simplement, il le fait payer avec un kick, il le fait payer avec un jab, il le fait payer avec une straight, il le fait payer avec plein d'affaires, puis il y a une bonne variété, puis il place bien ses affaires, puis il varie bien, puis il est bon, puis c'est un bon prospect. Puis, d'après moi, même s'il gagne pas nécessairement ce combat-là jusqu'au moment où il va gagner ce combat-là, ben, ce sera tellement Chris Weidman anyway, que de se faire passer un KO après avoir gagné presque tout le combat. Donc j'ai Dominick Reyes par knockout au 3e round ici.
Ça nous mène au co-main event de la soirée. Yair Rodriguez, Jeremy Stephens. J'ai quasiment envie de vous prendre puis de vous référer à mon preview de l'UFC Mexico, mais je le sais que vous allez pas genre mettre la vidéo sur pause, aller écouter le long de vidéo, revenir ici. C'est du fuck all, le monde qui dit au monde de faire ça, comme si le monde allait vraiment faire ça. Donc en résumé, j'avais prédit Yair Rodriguez, je crois. Je suis même pas retourné checker, vous avez vu comment mais j'ai pas besoin de retourner checker pour être honnête avec vous, parce que autant ce qui est arrivé là après le combat, ça rend Yair un personnage moins sympathique, je vous dirais. Puis c'est rare que comme on a envie de prendre le côté de Jeremy Stephens dans la vie en général. C'est comme pas le gars le plus sympathique, c'est pas le gars le plus friendly. C'est un bon ami, ce Jeremy Stephens. Pas vraiment le cas, mais pourtant c'est lui qui a l'air le plus sympathique des deux dans cette histoire-là, donc tu sais, à ce point de vue-là, je sais pas trop quoi penser, mais du point de vue du combat, Jeremy Stephens est en crise, là. Il est vraiment très en crise contre Yair Rodriguez. D'après moi, ça va faire qu'il va se battre super émotivement, puis qu'il va vraiment essayer d'y arracher la tête dès le début du combat, puis ça, c'est des très bons plans pour t'exposer à un esti de gros kick dans la face. Donc j'ai Yair Rodriguez par KO au premier round. Je pense qu'il est capable de le faire, et ce parce que Jeremy Stephens va se battre émotivement, là, nécessairement dans ce combat-là, selon moi. Ensuite, on a chez les 265 livres Grégoire Ardu qui affronte Ben Sosoli. Puis comme à chaque fois que ce dude-là se bat, je vous le dis, j'ai pas envie de regarder ce gars-là se battre. Je m'en sac de lui. C'est un batteur de femmes. Il a pas sa place dans le sport. Je comprends pas que l'UFC veut faire une star de lui. Puis je suis pas down avec ses shit. Ceci étant dit, c'est un gros crise de macaque super athlétique qui frappe super fort puis qui est capable de knocker des gars de la grosseur de One Adams. Fait que Ben Sosoli, qui est plus fat que gros, je vous dirais, va prendre à se faire passer par Greg Hardy. Puis ça va être triste. Ça sera pas triste parce qu'on s'en sac de Ben Sosoli, mais ça va être de la merde. Fait que c'est ça. TKO au premier round Greg Hardy. Fuck Greg Hardy. Et on passe à l'autre combat qui va probablement être triste. Chez les 155 livres. Joe Lauzon contre Jonathan Pierce. Pis ça serait tellement un bon duel de style intriguant v'là 5 ans. Parce que Jonathan Pierce, c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur qui bouge bien. On dirait qu'il met tellement l'emphase sur le fait de bien bouger, d'avoir du beau jeu de pied, de quoi qui est beau à voir. Là. Il est beau dans ses entrées, puis de la manière qu'il est. C'est super beau. Des fois, on dirait qu'il se perd un peu là-dedans. Puis il se laisse ouvert au counter. Et puis il se laisse ouvert au counter takedown, principalement dans le cas de Joe Lauzon. Et puis il a perdu 3 combats dans sa carrière, il est 9-3, puis il a perdu 2 fois sur 3 par soumission. Puis l'autre fois il s'est fait out-grapple. Donc c'est sûr que si ça va au sol, on va probablement se faire soumettre par Joe Lauzon. Cependant, je ne sais pas si on a vraiment vu dans les dernières années Joe Lauzon être en mesure d'absorber le dommage qu'il absorbait avant d'amener le combat au sol dans ses bonnes vieilles années. Donc regardez, j'aurais pas le choix d'y aller avec Jonathan Pierce ici, parce que le gars, quand ses combats forts puis son mouvement est bizarre, puis ça prend toujours une petite période d'adaptation à son adversaire avant, oui, de pogner son timing puis le réussir ses counters. Je le sais pas si Joe Lauzon, dans l'état où il est actuellement, va avoir le temps de manger assez de shots pour s'ajuster et ainsi peut-être avoir du succès dans ce combat-là. Donc j'ai Jonathan Pierce, TKO, premier round. Ça nous mène à un autre combat que le résultat va probablement être triste pour nous, les Canadiens, parce que Macy Barber et Jillian Robertson s'affrontent. Puis oui, Macy Barber, avec son gros style de bully, super athlétique, veut juste avancer, lancer des strikes de façon peut-être un peu insouciante en se disant « Oui, je suis grosse puis je suis forte, je vais juste me lancer des strikes jusqu'à temps que je réussisse à me punch into the clinch, puis à partir de là, je vais essayer de bully mon adversaire contre la cage, puis la rougher à terre, puis de là, je vais la ground and pound, puis je vais être violente, puis je vais être forte, puis je vais y aller. Puis ça, c'est un très bon style, probablement, pour battre Jillian Robertson, qui est une excellente grappler, mais que la seule fois qu'elle a affronté une meilleure athlète qu'elle, elle s'est genre fait soumettre, malheureusement. Puis d'un autre côté, c'est un très bon style pour Jillian Robertson, parce que Macy Barber va tellement lancer le ground and pound et essayer d'être active au sol que d'après moi, c'est comme un très bon style pour se coller direct dans un armbar. J'ai quand même pas le choix
On va y aller avec Barber ici parce que on a vu, tu sais, quand Jane Robertson a affronté Mayra Bueno Silva, qui était clairement une meilleure athlète qu'elle. Elle a eu des bons moments au sol, mais c'est le fait que l'autre, justement, était plus grande, plus forte physiquement, peut-être juste un peu plus agile qu'elle en général. Elle a réussi à juste attraper une soumission, puis à avoir les positions, puis à réussir à avoir le dessus finalement dans ce combat-là sur Jillian. Donc, Jillian est très bonne, elle est super ruthless au sol. C'est quelqu'un qui est très, très, très agressif maintenant avec son ground and pound, mais aussi avec ses submission attempts, là, la fait vaciller des soumissions de n'importe quelle position, qu'elle soit sur le top ou en dessous. J'ai l'impression que ça prend quelqu'un de plus physique que ça pour réussir à pratiquer ce style-là sur une Maycee Barber, malheureusement. Donc j'ai Barber, probablement par TKO là, au deuxième round. Je pense que les ground shots vont finir par wear sur Jillian. Si elle catch pas une soumission, je pense que c'est elle qui va peut-être se faire finir ici. Donc j'ai Maycee Barber dans ce combat-là. Ça nous mène au premier combat de la carte principale chez les 185 livres. Le plus petit 185 livres en termes de grandeur dans la division. Darren Wynn affronte Darren Stewart. Pis ça va être bon parce qu'on a vu Darren Wynn sortir un slugfest des plus grandes occasions avec Eric Spicely. Deux grapplers, ça n'a pas vraiment grapple dans ce combat-là. Ils se sont juste swingés des bungalows par la tête. Darren Stewart, c'est pas mal sa spécialité. Le fait de façon beaucoup plus puissante cependant qu'un Eric Spicely qui est comme juste pas vraiment un striker. Donc j'aurais tendance à penser qu'on va voir de la lutte de Darren Wynn dans ce combat-là. Ça tombe bien, Darren Stewart est comme un peu du modèle anglais des gens qui savent pas lutter, bien que c'est plus, ce stéréotype-là n'existe plus vraiment de nos jours. On a beaucoup de combattants britanniques qui arrivent qui sont juste des meilleurs grapplers que des strikers, puis qui ont une bonne lutte, puis qui se défendent très bien au sol contre n'importe qui. C'est le vieux stéréotype des Anglais qui savent juste striker et pas lutter. Darren Stewart est un peu ça. Puis oui, il a travaillé fort pour modifier ça. Puis oui, il travaille bien dans le clinch de mieux en mieux. Puis oui, il s'améliore. Ce gars-là s'est tellement amélioré depuis ses débuts à l'UFC. Il est même rendu capable d'un peu gérer son agression pour pas manquer de cardio complètement après genre le premier round. Donc c'est vraiment un combattant beaucoup amélioré. Mais Wynn est capable de pousser un pace de fou. Puis il aura pas peur de pousser ce pace de fou-là. Parce que s'il mange un bon shot en counter, il a juste à sauter dans les jambes, puis ça va probablement, si ça réussit pas du premier coup, ben ça va être assez pour amener Stewart contre la cage, puis il va avoir à travailler pour défendre ces takedowns-là, puis même s'il a beaucoup amélioré son cardio, si tu forces un striker à lutter pendant 15 minutes, ça va être beaucoup plus taxant sur son cardio que si tu forces un lutteur à lutter pendant 15 minutes. Donc j'ai Darren Wynn par décision ici. Ça nous mène aux prelims. Chez les 145 livres, Charles Rosa, que ça faisait des millénaires qu'on n'avait pas vu, affronte Manny Bermudez, qui fait le saut là, chez les 145 livres après avoir manqué le poids à 135 livres. Puis, bien sincèrement, je sais pas ce que ce gars-là essayait de faire à 135 livres. Il était juste gigantesque pour la division. Puis sacrifice, ces deux gars assez semblables, hein, je vous dirais, des grapplers qui n'ont peut-être pas la meilleure des luttes, ni le plus de manière d'amener le combat au sol, mais qui vont absolument pull guard s'ils ont besoin. Donc je m'attends à vraiment un bon combat. C'est la différence majeure même, je vous dirais ici. C'est la willingness de Manny Bermudez de juste se battre debout, même s'il est pas super bon, même s'il est pas super habile là. Il y a du weird power, je sais pas trop comment il le génère, mais ça marche, puis il fait mal à ses adversaires, puis souvent, il est super game de planter ses pieds puis de laisser aller ses mains, parce qu'il sait que s'il touche son adversaire, il va lui faire plus mal que lui, ça lui fait mal de se faire toucher. Et puis il réussit à des fois dropper des gars, puis c'est là qu'il réussit à initier son sol, puis comme je vous dis, des fois ça marche pas, puis il fait juste pull guard, mais le gars il a un triangle absolument incroyable, c'est un submission artist génial, puis j'aimerais juste ça, que les gars arrivent puis les deux pull guard puis ça se fasse, ça soit un combat de grappling pur genre tout le long, parce que ça serait absolument excellent. Mais je pense que ça va commencer avec Bermudez qui va probablement faire mal debout à Charles Rosa, donc je l'ai pas soumission rounder, parce que ce gars là on s'entend entre vous et moi que s'il drop quelqu'un, il va passer de le TKO, il va y sauter au cou puis le choker, donc c'est ça. Bermudez soumission rounder. Ça nous mène à un autre combat qui risque d'être quelque chose, mesdames, messieurs. C'est chez les dames. 125 livres. Molly McCann face à Diana Belbita qui s'entraîne d'ailleurs au Canada. C'est une Roumaine ou une Bulgare? Une Roumaine. C'est une Roumaine, puis elle s'entraîne au House of Champions avec Crew Allen, Carl Nelson, Shaolin Shane Campbell et quelques autres de très bons combattants canadiens. Fait ses débuts dans l'UFC à une fiche de 13-4, était championne dans une promotion RXF. J'ai écouté le combat, puis
Oh, tabarnouche, cette fille est complètement débile, là. Tu sais, quand on utilise l'expression, là, elle va dire que c'est quelqu'un qui court après son adversaire. C'est pas une expression, elle dit Annabelle Pita. C'est littéralement ça. Elle te court après, elle lance des combinaisons comme une complète folle. Puis la seule affaire qu'elle espère, c'est se puncher dans le clinch, ou elle va chercher un tie clinch, puis elle lance des genoux, mais un volume de genoux, là, absolument incroyable. Cependant, la fille a comme pas de grappling. Là, vraiment pas. En fait, je suis pas prêt à dire ça. Mais oui, ouais, dans le fond, je suis prêt à dire ça. Dans le fond, elle a des victoires par soumission. D'ailleurs, son combat que j'ai écouté au RXF, ça a fini par soumission. C'était weird, mais elle courait pas son adversaire. Elle la frappait debout. Elle landait des genoux. Puis là, un moment donné, après un round et demi, son adversaire s'est tanné. Fait qu'elle l'a takedown, tellement facilement, là, c'était absolument incroyable. Donc ça, c'est peut-être un mauvais signe, je dirais, pour Belbita, pas contre Molly McCann, là. Bien que Molly McCann a sorti quelques takedowns récemment, ça pourrait être quelque chose en tout cas, regarde. Bref, ça va peut-être juste être un facteur de plus dans mon analyse, mais tout ça pour dire que ça, Belbita s'est retrouvée au sol, puis elle a juste lancé un armbar absolument boboche, son adversaire avait aucune idée de ce qui s'en venait. Fait qu'elle l'a fini, elle a gagné par armbar, mais tu peux pas vraiment me fier que des choses comme ça vont arriver dans l'UFC. On parle pas d'une submission fighter vraiment très dangereuse. En fait, on parle pas mal d'une novice au sol qui va probablement, en fin de round, se faire takedown par le takedown attempt de Molly McCann. Et puis, je pense que ça peut être serré debout parce que Belbita est juste vraiment crazy puis va vraiment juste essayer des affaires pour le but d'essayer des affaires. Mais McCann va être plus technique qu'elle debout et puis va justement avoir ces takedowns-là en fin de round pour essayer de sway le momentum en sa faveur. Donc j'ai définitivement Molly McCann par décision ici. Ça nous mène à un combat chez les 145 livres. Carl Bochniak affronte Sean Woodson. Et puis, Sean Woodson vient du Contender Series. L'affrontait, je pense, Terrence McKinley. C'est comme pas mal fait takedown at will dans ce combat-là, faisait prendre son dos, c'est complètement fait dominer au sol, puis là, un moment donné, ils se sont levés, puis bang, il a plugué un nid dans la face, puis il l'a knocké. C'était son 6e combat pro, mais connaissant Dana White qui tripe sur genre les comeback wins de même, mais il l'a signé dans l'UFC, puis là, il donne Carl Bochniak comme c'est vraiment une bonne idée. C'est sûr que Woodson est comme très grand, là, je pense qu'il est en haut de 6 pieds chez les 145 livres, il a une énorme reach, c'est pas mal ça sa game, mais quand t'as passé son range, il est super facile à takedown, et super facile à contrôler au sol. Puis s'il y a bien un gars que tu le sais pertinemment qui va essayer de traverser son range jusqu'en mangeant des jabs, puis en mangeant des coups, en mangeant des genoux dans la face, puis en mangeant tout ça, sans trop broncher, jusqu'à temps que sa tactique réussisse, ben c'est Carl Bochniak. Le gars, c'est un complet maniaque. Et puis, ben je pense que c'est ça qu'il va faire, hein, jusqu'au moment où il va sacrer Woodson sur son cul. Puis je pense que lui, contrairement à Terrence McKinley, a pas mal plus de façon de terminer un rear naked choke au sol. Donc j'ai Bochniak par soumission au deuxième round ici. Ça nous mène un combat chez les 135 livres entre Randy Costa et le Saumon de Boston. C'est cool qu'ils se battent à Boston, le Saumon de Boston. Et puis autant Randy Costa a quand même impressionné dans la défaite, je dirais, dans ses débuts UFC. Boston Salmon, c'est quelqu'un qu'on attendait puis qui est absolument déçu là, contre Khalid Taos. C'est genre fait knocker en même pas une minute. Je vais avoir tendance à pas trop calculer cette défaite-là dans mon analyse de ce combat-là parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas Khalid Taha devant lui là, du tout. Randy Costa a surpris dans les circonstances, dans ses débuts UFC, mais c'est qui affrontait? Genre Brandon Davis, me semble, ou quelque chose de même. Je le chercherai pas, là, mais il me semble que c'était ça. Puis c'est faire une performance semi-compétitive contre Brandon Davis. C'est pas l'affaire la plus dure au monde, je pense, de checker Giga Chikadze qui vient de le battre là, récemment, puis qui avait littéralement jamais affronté un adversaire avec une fiche meilleure que 12 et 30 là, avant d'affronter le chum Davis. Puis il l'a battu quand même, fait que c'est ça qui arrive. Donc on dirait je peux pas vraiment me fier sur Costa. Boston Salmon, oui, c'est fait cut dans son premier combat, mais reste un bon boxeur, reste quelqu'un qui est autant capable de travailler un TKO, qui est capable de ride une décision assez facilement. Et puis Randy Costa là, à 5 combats pro là, pense pas qu'on est rendu là dans son cas. J'ai donc Boston Salmon par décision. Ensuite, 170 livres, nous avons Court McGee face à Sean Brady qui arrive invaincu, 10 victoires, aucune défaite, était le champion de
Cage Fury, CFFC, ouais, Cage Fury Fighting Championship. Et quand même affronté de bons adversaires sur la scène régionale. Moi, c'est un prospect que j'avais sur ma liste. Et puis là, il fait son entrée dans l'UFC. J'avais hâte. Ça fait longtemps que j'avais envie de le voir dans l'UFC. Je le sais pas, tu sais, c'est pas quelqu'un que je dis, ah, ce gars-là, le futur top 5 fighter assuré. Tu sais, loin de là, mais c'est un bon combattant complet qui est capable de se battre debout, il est capable de se battre au sol, il est bon ground control. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial en Sean Brady, mais il n'y a pas vraiment rien de spécial en Court McGee non plus. Puis j'ai juste l'impression que c'est peut-être une version un peu plus jeune et dynamique et athlétique de Court McGee. Donc je vais avoir Sean Brady là, par décision dans ce combat-là. Et puis je vais quand même être intéressé de voir ce qui va arriver avec lui dans l'UFC, bien que je m'attends pas nécessairement à ce que ça devienne un top level fighter. Je pense que ça peut être un combattant qui donne des très bons combats là, dans sa division et ce pendant de longues années. Ensuite, 185 livres, un des combats que j'ai le plus hâte de voir sur la carte, et ça de loin, Brandon Allen. Ça, c'est un prospect que j'attendais. C'est un très bon combattant de chez Rufus Sport, quelqu'un qui fait quand même grand et mince, mais qui est pas tant un distance striker, quelqu'un qui aime beaucoup plus se battre dans le clinch. Là, du très bon dommage de là, est excellent au sol, excellent submission fighter, et puis ça va sûrement faire tout un mess d'un combat contre Kevin Holland. Et puis j'ai Allen d'ici, Allen contre Holland, ça va être quand même drôle. J'ai Allen ici, Brandon Allen dans ce combat-là, par décision, parce que Kevin Holland a juste comme tendance à être là, puis il est bon, il est très très bon, mais il est pas... Je sais pas, il en fait pas assez. Il en fait pas assez contre un gars comme Brandon Allen qui lui en fait assez dans ses combats. Lui, des fois, il en fait peut-être même un peu trop, puis c'est ça qui cause à sa perte. Mais contre Holland qui va juste être là puis qui va parler sans arrêt puis à son adversaire puis sûrement que si ça va au sol ça va donner un esti match de Drew vraiment weird avec du monde qui va rouler dans tous les sens et possible de l'humanité. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être absolument le genre de middleweight shit show que j'aime écouter. Donc j'ai Brandon Allen par décision, mais c'est comme pas mal un de mes picks les moins safe sur la carte là, je vous dirais. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Hey, désolé, guys. Là, comme je disais tantôt, j'ai travaillé toute la nuit. Là. Je travaille de 11 à 7. Il est présentement 8h52 AM. Je m'en donné mon cours de Jiu à 10h. Là. On est mercredi, ça? Ouais, c'est ça. On est mercredi. Donc, regarde... c'est pour ça que je suis pas full en forme. On dirait que je cherche mes mots un peu depuis tantôt. Mais bref, premier combat de la soirée. Chez les poids lourds. Daniel Spitz. Tanner the Bulldozer Bowser. Et puis j'ai Tanner Bowser all the way ici. Le Daniel Spitz, c'est comme le gars qui tu vois, oh, il a un style différent pour les heavyweights, il aime mieux se battre de reculons, super mobile, il est super grand, genre 6'7", il a un méga reach. Là, ok, il y a peut-être de quoi ce combattant-là finalement. Puis là, ça va être dur de rentrer dans son range. Puis là, finalement, c'est juste comme pas dur de rentrer dans son range. Puis dès qu'il mange un bon punch, ben il tombe. Là, tu te demandes un peu pourquoi il est là. Donc, tu sais. Autant c'est quelqu'un qui se bat pas comme un heavyweight vraiment, puis qui a peut-être pas encore grandi vraiment dans son style, puis que je sais pas trop c'est quoi son style, parce que c'est un combattant de Sikh Jitsu, là, le gym à genre Michael Chiesa, puis une coupe d'autres gens, puis... Aïe aïe, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grand chose, tout ça pour dire, c'est pas grand chose, puis Tanner Bowser... Il est meat and potatoes en esti, là, le dos, il s'en calisse, il avance, laisse aller ses mains, si c'est trop sketch, il sac ça dans le clinch, grind ça contre la cage, il est capable d'aller chercher des takedowns, il est bon, c'est un peu, je vous dirais, un gars qui est pas nécessairement bon nulle part, ben il est pas excellent nulle part, mais il est bon partout, pas mal Tanner Bowser, puis il est gros, puis il a le power d'un heavyweight, puis c'est pas quelqu'un qui va se laisser imposer, donc j'ai Tanner Bowser au TKO, troisième round, par TKO, là, pas au TKO, par TKO, au troisième round, et puis c'est ça, je suis fatigué, je m'en vais me coucher, merci d'avoir écouté, likez, commentez, faites toutes les patentes, si vous savez c'est quoi, ciao.